Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion dans le Grand Forum, nous serons en compagnie d'Étienne Chouard et nous parlerons de Constitution. À tout de suite. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Étienne Chouard, bonjour et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors rappelons que vous êtes enseignant, conférencier, vous êtes anti-constitution européenne et partisan du tirage au sort. Vous avez également créé un blog Étienne Chouard, le plan C, le but étant de créer avec les citoyens une constitution, c'est bien ça ? Oui. Alors vous organisez des ateliers un peu partout en France. Comment s'organisent ces ateliers ? En fait, on fait comme on veut. Quand je viens, je suggère de faire comme ci ou comme ça, mais c'est indicatif. Je suggère que nous n'aurons de constitution digne de ce nom que quand nous serons préparés à l'écrire nous-mêmes. Et donc les ateliers, c'est cette préparation pratique, individuelle, quotidienne. J'ai quelques idées qui me viennent à l'esprit et je les confronte avec celles de ceux que je rencontre, mais je suggère aussi que c'est à chacun d'imaginer des modalités nouvelles, des façons de faire à lui, originales. L'idée, c'est de faire de la politique en adulte, en arrêtant de demander quelque chose à des parents politiques que sont nos représentants, qui se comportent comme des maîtres, au lieu de faire comme ça, de devenir des adultes et penser nous-mêmes la politique au plus haut niveau, à commencer donc par la Constitution, c'est-à-dire la façon dont nous désignons nos acteurs politiques et la façon dont nous les contrôlons, la façon dont nous gardons la main sur eux pour éviter qu'ils ne deviennent des maîtres et pour avoir la garantie qu'ils restent des serviteurs. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Quand je me déplace, souvent il y a beaucoup de monde. À Annecy, on était 400, à Bordeaux, on était 350. Ça peut être 60 quand je suis dans un petit village. C'est trop grand ça en fait. Hein. C'est le plaisir de se rencontrer. Ça fait des moments super. Ça dure souvent toute l'après-midi et jusqu'au soir tard dans la nuit. Les ateliers auxquels je pense et qui devraient suivre ces moments, ces espèces de grands moments où on se rencontre très nombreux, ces ateliers très nombreux devraient être très petits. Je pense qu'un atelier constituant contagieux, ça devrait être un mini-atelier à 2 personnes, voire tout seul. Quand le peintre est tout seul dans son atelier, il fait quand même un atelier. Un atelier, ça veut dire que c'est pratique. Ouais. Ça veut dire qu'on écrit pratiquement des articles de constitution. C'est-à-dire qu'on arrête de s'occuper de foot, de recettes de cuisine, de je ne sais quelle autre couillonnade qui passe à la télé ou dans les médias. Et on s'occupe de choses sérieuses, c'est-à-dire de la désignation des acteurs politiques et leur contrôle par le peuple lui-même, de façon à ce que le peuple puisse enfin voter ses lois au lieu d'élire des maîtres. Ou s'il veut vraiment élire des maîtres, il pourra le faire, puisque c'est lui qui écrira la Constitution, mais s'il décide d'élire des maîtres, il se donnera les moyens de vérifier quotidiennement que ces maîtres restent des bons maîtres. Oui. Il se donnera les moyens de les virer quand il les trouve mauvais. Et à mon avis, un atelier constituant, ça peut être... Au repas à midi, on est au travail, on a travaillé le matin, on va retravailler l'après-midi et on s'est arrêté pour déjeuner. Et au moment du café avec les collègues de travail, on a une vingtaine de minutes ou une dizaine de minutes qu'on consacre en général à discuter de couillonnade ou de travail. Et au lieu de ça, on se met à parler du seuil à partir duquel le référendum d'initiative populaire peut être déclenché, combien de personnes faut-il, ou bien qu'est-ce qu'on fait avec le vote blanc, est-ce qu'on empêche ceux qui ont été rejetés par un vote blanc majoritaire, est-ce qu'on les empêche de se représenter ou est-ce qu'on les laisse? Toutes ces petites questions techniques absolument décisives qui peut désigner y a-t-il des candidats aux élections ou bien est-ce qu'on peut élire des gens qu'on considère comme valeureux sans qu'ils aient été candidats, etc. Toutes ces petites questions, petites ou grandes, méritent d'être discutées avec des gens avec qui on a déjà parlé ou avec des nouveaux
qu'on entreprend. Moi, je n'arrête pas de faire les ateliers constituants dans le train, dans l'avion, avec des inconnus que je rencontre. Et très rapidement, on fait des ateliers. Tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit contagieux. Et en fait, les gens percutent très vite. Très vite. Il n'y a que les chefs de parti et les intellectuels qui ne comprennent pas ce que je dis. Je pense qu'ils comprennent très bien, mais qui voient qui font semblant de pas comprendre. le danger que ça représente pour eux, parce que les élections leur permettent d'accéder au pouvoir, alors que le tirage au sort ne leur permettrait pas. Alors vous discutez thème par thème, je veux dire, parce que c'est vaste une constitution, c'est quand même grand, je veux dire. Pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Ah bon? Il y a moins de 10 points stratégiques absolument décisifs. Il y en a 5, peut-être 6, 7, mais pas 10. Ouais. Des points dont nous devrions tous, y compris ceux qui ne veulent pas faire de politique, si vous voulez ne pas faire de politique, il faut en faire un petit peu au niveau constituant. Et si vous le faites bien au niveau constituant, vous n'aurez pas besoin de faire de politique tous les jours, parce que le truc sera sous contrôle, correctement institué. Mais donc il y a une dizaine de points que chacun devrait avoir examiné déjà, discuté déjà avec des gens, tout le monde devrait avoir opiné, donné son opinion sur chacun de ces points, et s'être fait contredire par des gens qui sont d'un avis opposé pour peser un peu les arguments pour et contre sur chacun de ces points. De cette façon, chaque citoyen, chaque électeur qui est en train de se transformer en citoyen, c'est-à-dire en constituant, pour moi il y a de citoyens que constituants. Si on n'est pas constituant, on se paye de mots, on n'est pas citoyen, on n'est qu'un électeur, c'est-à-dire un enfant politique, quelqu'un qui n'a pas de pouvoir. Une fois que quelqu'un a fait ce travail d'éducation populaire, finalement, entre nous, il devient capable d'écrire des articles, mais il devient surtout capable d'en lire avec un œil exercé, acéré, exigeant. Il devient capable de critiquer, de protester quand il fait l'objet d'une manœuvre, d'une intrigue, d'un mauvais coup. On écrit, par exemple, s'il voit qu'une assemblée constituante est en train d'écrire un référendum d'initiative populaire en mettant la barre à 20% de déclenchement ou 25 ou 30% de déclenchement, ce qui revient à rendre le référendum d'initiative populaire inopérant parce que c'est impossible de réunir 30% de la population juste pour déclencher le référendum. Mais ça, si vous n'avez pas fait d'atelier, c'est difficile d'y penser, de se rendre compte du truc. Par contre, si vous avez fait 1 ou 2 ateliers sur le référendum d'initiative populaire, vous saurez que c'est un piège souvent tendu par les professionnels de la politique pour faire semblant de nous donner le référendum d'initiative populaire et en nous en privant, en fait, sans le dire. Et en fait, en étant entraîné, on sera beaucoup plus vigilant, exigeant et utile au bien commun. Quels sont ces principaux points, justement? Ce que je vais dire n'est pas exhaustif. D'abord parce que je vous parle de tête, je n'ai pas de notes et que je vais en oublier. Et puis que même si j'avais des notes, je pourrais moi-même en oublier, me tromper sur un point, et vous pourriez en ajouter, en retirer. Je pense que chaque humain qui s'empare de cette question constituante est légitime, souverain, à égalité avec moi et les autres, pour y réfléchir, opiner, donner son opinion. Et donc, je vais vous donner des pistes pour que vous voyez ce dont je parle, mais ne prenez pas ça comme une feuille de route. C'est évolutif. Caractère impératif, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. J'impose rien à personne. Je suggère que nous discutions ensemble de sujets plus importants que ce que les médias achetés par les banques nous imposent, des sujets à la con qu'on nous impose tous les jours et qui nous vident la tête littéralement. Je vois la quantité d'enfants qui mes élèves et mes étudiants ils regardent la télé, c'est une catastrophe. Je sais pas comment on peut regarder la télé aujourd'hui parce que franchement, je dis exactement ce que je pense. 3h45 par jour, moyenne. J'ai pris la télécommande l'autre jour et j'ai zappé sur toutes les chaînes. J'ai dit mais qu'est-ce que toutes les minutes. Oui. De toute façon, une image suffit pour fuir. Donc je sais pas comment on peut regarder la télé aujourd'hui, quoi. Oui, mais le problème c'est que c'est très attrayant en fait, pour les enfants, c'est coloré, c'est marrant, c'est des belles images, il y a de l'animation, il y a ce qui excite les instincts primaires les plus basiques, les instincts sexuels, les instincts de cupidité, de violence, il y a beaucoup de violence, de puissance avec les armes. Je veux dire, tout ça est flatté de façon pornographique et démographique au dernier degré. C'est de la pornographie. C'est-à-dire, la pornographie, c'est le fait de tout montrer. Et c'est surtout démagogique, c'est-à-dire que c'est vraiment une captation mensongère de l'attention des gens pour leur parler de choses insignifiantes sous des dehors très attrayants. Et les jeunes gens
Bon, puis même les moins jeunes. Hein. Oui, j'ai l'impression. On est très nombreux à être facilement hypnotisés. Hein. Et puis moi, je me mets pas à l'écart. Hein. D'ailleurs, quand je passe devant une télé, je vois bien que j'ai du mal à m'en détacher, que je suis attiré, j'ai envie de rester, de regarder. C'est plus la curiosité, finalement. Mais on n'y reste pas. Avant, on regardait un programme de télé, on regardait du début à la fin. Maintenant, on peut plus regarder. On va regarder 2 minutes, et puis après, hop, on zappe. C'est insultant. Le spectacle télévisuel est insultant. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression d'être pris pour un con. Quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, en tout cas, cette liste de points, elle peut vous donner des idées si vous êtes sur une feuille blanche, mais elle n'est pas impérative. La première des protections que nous devons instituer dans une constitution digne de ce nom, c'est de séparer les pouvoirs de façon à éviter que qui que ce soit, individuellement ou en groupe, ne concentre dans ses mains trop de pouvoir. Donc on les sépare, les pouvoirs. Alors Montesquieu parlait de 3 pouvoirs, le pouvoir législatif qui est celui du Parlement, qui est celui d'écrire les lois, le pouvoir exécutif, le pouvoir du gouvernement. C'est déjà, quand on dit gouvernement, c'est plus de l'exécutif, c'est plus que ça, et c'est déjà une arnaque de se laisser gouverner. Hein. Mais bon, ce qui correspond aujourd'hui à l'exécutif, c'est le gouvernement. Et c'est une catastrophe qu'il ait le pouvoir de produire des décrets, c'est-à-dire justement de légiférer, de produire des normes de portée générale, sans limitation dans le temps. Ces normes obligatoires, c'est tout à fait dangereux que l'exécutif ait le droit de légiférer de la sorte. En tout cas, normalement, l'exécutif ne devrait avoir que le pouvoir d'exécuter les lois votées par le Parlement et surtout pas d'en produire. Et puis le troisième pouvoir décrit par Montesquieu, c'est le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir d'appliquer les lois mises en œuvre par le gouvernement, votées par le Parlement et mises en œuvre par le gouvernement, de les appliquer au cas par cas dans les litiges entre citoyens. Mais Montesquieu avait oublié, en fait c'est pas qu'il ait oublié, c'est qu'il ne pouvait pas y penser à son époque, c'était au XVIIIe siècle. Montesquieu a oublié, mais nous penserions à séparer, instituer et contrôler le pouvoir médiatique, au moins aussi dangereux que le Parlement, et le pouvoir bancaire, le pouvoir de créer la monnaie, qui lui aussi est au moins aussi dangereux que le Parlement et l'exécutif. Donc ça nous ferait 5 pouvoirs à séparer, législatif, exécutif, judiciaire, médiatique et monétaire. Et peut-être qu'il y en aura d'autres, c'est vous qui discuterez, c'est vous qui allez en parler, mais voilà, un premier sujet de conversation, c'est comment allons-nous séparer les pouvoirs. Deuxièmement, comment est-ce qu'on va désigner les pouvoirs et surveiller les pouvoirs et contrôler les pouvoirs en les révoquant quand on n'en veut plus. Donc désigner les pouvoirs, désigner les acteurs, c'est est-ce qu'on les élit comme on fait aujourd'hui. Donc est-ce qu'on les élit parmi les candidats en leur déléguant notre souveraineté, le temps de leur mandat, avec la possibilité d'aider des candidats à gagner les élections en les montrant dans les journaux, dans les télés, plus que les autres, et donc en les faisant gagner, auquel cas ça donne depuis 200 ans un régime plutocratique, un régime des riches par les riches pour les riches, parce que évidemment les riches, avec cette procédure de l'élection qui permet d'aider des candidats, bien sûr les riches ne se privent pas d'aider leurs candidats, et donc ensuite de faire écrire leurs lois, ce qui s'appelle le capitalisme. Le résultat, c'est le capitalisme. Alors bon, est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce qu'on garde l'élection de candidats? Ou bien est-ce qu'on préfère l'élection sans candidat? Il y a que la possibilité pour chacun d'entre nous de désigner autour de nous des gens, comme dans les petites communes, ça existe. Dans les petites communes, on peut désigner Louis qui est boulanger et qui est vraiment quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de calme, il est cultivé, il est capable d'écouter les avis des autres. Il a des valeurs, compte, etc. Enfin, bon, voilà, chacun va utiliser ses propres valeurs pour dire qui est valeureux et va le désigner. Est-ce qu'on laisse les valeureux qui ont été ainsi désignés librement, est-ce qu'on les laisse refuser? Ou est-ce qu'on leur dit mais non, mais il faut, c'est comme un service militaire, c'est comme un service civil. Donc là il faut réfléchir à ça. Est-ce qu'on et si on les laisse refuser, comment on fait pour en désigner un autre? Donc toute cette réflexion sur la désignation des acteurs passe par l'élection sans candidat, ou c'est une idée qui monte et qui me paraît absolument essentielle. Est-ce qu'on tire au sort nos représentants pour éviter... Avec l'élection, ils se prennent pour des chefs, ils se prennent pour les meilleurs, puisque l'élection est censée désigner les meilleurs. Les gens qui sont désignés ont l'impression, le sentiment d'être hissés au-dessus des autres et ont donc mécaniquement toujours
dans tous les pays. C'est fou, il n'y a pratiquement pas d'exception, c'est rarissime. Il n'y a que des saints qui sont capables très rares, qui sont capables de ne pas se comporter comme ça. Tous se comportent comme des maîtres parce qu'ils se sentent supérieurs par l'élection. Alors que le tirage au sort, qui ne choisit pas le meilleur, qui choisit par définition n'importe qui, celui-là ne hisse pas le désigné au-dessus des autres et donc le laisse en quelque sorte intact de ce point de vue, il reste humble et c'est ça qu'on veut. Donc c'est un représentant qui est humble et qui donc n'a pas tendance, en tout cas a moins tendance à nous écraser. Donc avec le tirage au sort, on désignerait des serviteurs et si on a peur de désigner au sort des abrutis ou des malhonnêtes, et il faut le faire, il faut avoir peur de ça évidemment, tout le monde a peur de ça et c'est normal et ça nous conduit à mettre en place des institutions complémentaires du tirage au sort qui sont des institutions de contrôle des tirés au sort. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait des contrôles des élus aussi. En fait, tous les pouvoirs devraient être contrôlés. Et dans vos ateliers constituants, je pense que vous examinerez l'institution de chambres de contrôle. Très probablement, la meilleure idée semble être en ce moment, en tout cas jusqu'à ce qu'on trouve mieux, mais des chambres de citoyens tirés au sort qui serviraient à contrôler tous les pouvoirs. Donc les députés seraient contrôlés par des citoyens tirés au sort, les ministres et les présidents divers et variés seraient contrôlés par des jurys citoyens tirés au sort, les juges seraient contrôlés par des jurys citoyens tirés au sort, les médias, les journalistes seraient jugés par des jurys citoyens tirés au sort et la banque, les créateurs de monnaie seraient contrôlés et éventuellement punis par des jurys citoyens tirés au sort. Et donc ça, ce contrôle, cette institution d'organes de contrôle par des citoyens tirés au sort, c'est-à-dire par n'importe qui, c'est-à-dire par nous tous tout le temps, ces institutions-là, elles ne peuvent pas être écrites par des élus. Un élu, c'est tellement contre son intérêt personnel bien sûr. Qu'il ne l'écrira jamais. C'est pour ça que je dis que l'Assemblée constituante elle-même, et c'est prioritaire surtout parce que c'est ça qui rendra possible tout le reste, il faut que l'Assemblée constituante ne soit pas élue parmi les professionnels de la politique. Il faut soit qu'on l'écrive tous dans toutes les communes, ce qui sera très intéressant, mais à mon avis tellement complexe à synthétiser que ce sera probablement une impasse technique. Mais à mon avis, l'idée de tirer au sort une assemblée constituante et de la surveiller, de la regarder faire et de l'interpeller. Et puis, donc, comme ils ont fait en Islande, en Islande, les Islandais ont beaucoup participé à l'assemblée constituante d'une vingtaine de personnes qui travaillaient pour eux sous leur regard sourcilleux. Et à la fin du processus constituant, donc de gens comme vous et moi, à la fin, serait soumis au référendum, non pas un projet de constitution, mais des articles ou des sections, des sections de constitution, des blocs de 2 ou 3 ou 4 articles qui vont ensemble et qui ne peuvent pas être dissociés. Et c'est article par article, ou section par section, que nous voterions, oui ou non, et pas en bloc, ce qui est encore une escroquerie de politiciens professionnels qui nous conduisent à accepter l'inacceptable parce que sinon on dit non et tout est bloqué. Là, en votant par section, nous pourrions affiner notre jugement sans tout rejeter en disant ça j'en veux pas mais tout le reste je veux bien. Donc contrôle des acteurs, désignation des acteurs, élection ou tirage au sort, ça peut être par concours aussi, les Chinois désignent leurs acteurs par concours. Et cette réflexion-là fait partie de ce qu'on discute dans les ateliers constituants. Comment désigne-t-on nos acteurs? Comment les contrôle-t-on? Et puis comment garde-t-on l'initiative, nous autres citoyens? Comment est-ce qu'on garde l'initiative au cas où des acteurs viendraient à nous tromper, à défaillir, à se tromper? Donc c'est le référendum d'initiative populaire qui est un des 10 points. Le référendum d'initiative populaire est un point absolument essentiel si on choisit le gouvernement représentatif, c'est-à-dire si on choisit de désigner des représentants par élection ou par tirage au sort, et même si on les contrôle. Donc si on désigne de légiférer par représentant interposé, ce qui paraît raisonnable parce qu'on ne va pas écrire la loi à 40 millions, il est essentiel à mon avis, et ça se voit dans tous les ateliers constituants, tout le monde comprend vite cette affaire-là, il est essentiel de garder l'initiative, de garder la main en instituant un référendum d'initiative populaire, mais digne de ce nom, pas une escroquerie parlementaire comme celle que votent les députés partout dans le monde quand ils le font, c'est-à-dire qu'ils votent un faux référendum d'initiative populaire qui est l'initiative parlementaire, avec une petite participation des citoyens, mais qui est symbolique et qui est non significative, qui permet toujours aux parlementaires de tout contrôler, ou aux exécutifs de tout contrôler.
si nous l'instituons, on instituera un vrai référendum d'initiative populaire avec des seuils bas pour que un petit nombre de citoyens puissent poser la question de son choix à toute la population. Et donc là, le référendum d'initiative populaire, à mon avis, c'est essentiel si on a des représentants. Si par contre on choisissait dans notre constituante, dans notre processus constituant populaire, si nous choisissions une démocratie directe, c'est-à-dire si on choisissait avec des moyens techniques appropriés, de voter en permanence nos lois. Un peu comme en Suisse finalement. Ah non, mieux qu'en Suisse, parce que en Suisse, ils ont le référendum d'initiative populaire. D'accord. Qui est une forme de démocratie directe, mais qui n'est pas la démocratie directe. Ils se font quand même rouler dans la farine, ils se font convenir par les professionnels. Enfin, il y a moins de professionnels de la politique que chez nous quand même, puisque les parlementaires sont si peu payés qu'ils doivent avoir un métier à part. Et donc, c'est moins professionnalisé que nous. Mais enfin, il y a quand même des parlementaires qui essayent sans arrêt d'augmenter leur pouvoir. L'exécutif essaye sans arrêt de s'autonomiser, comme partout. Et donc, les Suisses, en fait, ont une espèce d'arme très forte qui leur permet de reprendre la main de temps en temps sur les sujets les plus importants. Mais la démocratie directe, ce serait le contrôle du processus législatif entier, jusque dans ses détails. Et c'est pas le cas en Suisse. Alors donc, si nous choisissions une démocratie directe, et à mon avis, c'est probablement pas le meilleur régime, ça, mais parce que je trouve qu'une véritable aristocratie dans laquelle les meilleurs seraient désignés et contrôlés et virés quand ils sont plus les meilleurs, à tout moment, serait probablement plus efficace qu'une démocratie stricto sensu. Mais en tout cas, c'est pas moi qui vais décider. Donc, si le peuple décidait d'instituer une démocratie directe intégrale, alors là, le référendum d'initiative populaire ne servirait plus à rien, puisqu'il aurait en permanence, mieux que ça, il écrirait en permanence les lois tous les jours. Il écrirait et voterait les lois, en tout cas, tous les jours. Donc, voilà, j'ai dû en oublier. Il faut penser à contrôler, à juger les pouvoirs, à les inquiéter. Il faut inquiéter les pouvoirs. Il faut que tous les pouvoirs aient peur de quelque chose. Instituer un pouvoir qui n'ait peur de rien, c'est instituer un monstre qui va bientôt nous marcher sur la tête. Non, et ça nous donne déjà un ordre d'idée. On peut parler de la monnaie aussi. Oui. J'en ai parlé comme c'est un des 5 pouvoirs, mais c'est un point absolument essentiel. On le voit avec la Grèce, qui est complètement à poil devant des technocrates qui décident de tout, puisque c'est eux qui ont pris le contrôle de la monnaie. Et donc les Grecs sont réduits à mendier la monnaie dont ils ont besoin pour vivre simplement, ce qui est un scandale antidémocratique, un motif de révolte violent. Bon, mais c'est notre faute. Quand on fait les ateliers constituants, on se réapproprie la technique monétaire qui est toute simple. C'est vraiment pas compliqué, la technique monétaire. C'est devenu compliqué parce que les acteurs financiers se servent de cette complexité comme d'un nuage d'encre qui nous tient à l'écart. Mais créer la monnaie et faire attention à ne pas en créer trop et faire attention à distribuer à tout le monde de façon à ce que personne ne vive dans la misère et que tout le monde puisse donner le meilleur de lui-même, c'est pas si compliqué. Oui, c'est une question de bon sens. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour, c'est le Grand Forum. Nous sommes toujours en compagnie d'Étienne Chouard. Alors ça ne date pas d'aujourd'hui, les peuples semblent impuissants à régler leurs problèmes, mais ça vient d'où selon vous? De notre démission du processus constituant, le fait qu'on laisse écrire les constitutions par les professionnels de la politique, c'est-à-dire des gens qui ont un intérêt personnel à ne pas être contrôlés et qui devraient être les seuls à précisément ne jamais faire partie, être interdits de processus constituant. Les professionnels de la politique, au lieu d'être les seuls à écrire la Constitution, devraient être les seuls à ne jamais, en aucun cas, ça devrait être un motif de récusation, comme on récuse un tiré au sort dans un jury d'assises parce qu'il est jugé parti, parce qu'il fait partie de la famille de la victime ou de l'accusé. On le récuse et ça dit pas qu'il est malhonnête, ça dit juste qu'il est en conflit d'intérêts et donc dans cette affaire-là, il peut pas juger. Les élus ne devraient pas, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, ils ne devraient pas participer au processus constituant. Voilà, le processus constituant les concerne personnellement, il faut pas qu'ils y participent parce qu'ils peuvent pas être honnêtes. Dans cette circonstance-là, je dis pas en général, mais dans cette circonstance-là, ils peuvent pas être honnêtes.
sont jugés partis. Et donc cette ignorance-là, cette absence de conscience, elle nous conduit, et puis donc le fait qu'on s'entraîne pas dans des ateliers constituants toute notre vie, depuis l'enfance, le fait qu'on s'entraîne pas fait que à chaque fois qu'il y a une révolution, une révolte, une insurrection, un changement de régime, le peuple n'est pas prêt, parce qu'il ne s'est pas entraîné, il n'est pas prêt à participer au processus constituant. Et donc le premier couillon venu qui dit « mais moi je sais faire, je vais m'en occuper », on lui laisse la main en disant « si tu sais le faire, si tu as envie de le faire, fais-le ». Et à chaque fois on laisse les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les règles du pouvoir, et je pense que c'est la cause, notre démission est la cause de toutes ces anti-constitutions. Tout à l'heure en intro vous disiez que je suis anti-constitution européenne, c'est pas ça, c'est je suis contre l'anti-constitution européenne, c'est-à-dire ce qui prétend être la constitution n'en est pas une, c'est une prison au lieu d'être une protection, et je suis contre ce texte inique, illégitime, antidémocratique et antisocial qu'est la série de traités européens qui nous mettent en prison dans les pattes des banques. Oui, mais ça fait un moment que ça dure, il n'y a pas une prise de conscience depuis le temps ? Si, mais c'est long, on est des millions, et la plupart des gens roupillent, regardent la télé. Maintenant, il y a des gens qui disent que je suis fasciste, alors ça complique, moi ça me complique la vie, c'est totalement extravagant, parce que il n'y a pas plus anti-fasciste et anti-capitaliste d'ailleurs que l'idée d'écrire nous-mêmes les règles de désignation et de contrôle des acteurs politiques. Plus aucun tyran n'est possible si nous désignons nous-mêmes les acteurs, si nous écrivons nous-mêmes comment désigner les acteurs, et si nous écrivons nous-mêmes comment contrôler à tout moment les acteurs, et si nous écrivons comment garder la main par initiative populaire à tout moment pour virer les acteurs dont on n'est pas content, expliquez-moi comment un tyran va se glisser là-dedans. C'est totalement anti-fasciste, mon idée. Donc les accusations de fascisme sont qui me sont portées sont juste des extravagances absolues, mais bon, ça me complique la vie, et bon, il faut que l'idée se défende toute seule, même sans moi si j'y suis plus. C'est à chacun, à vous qui m'écoutez là, c'est à vous de vous en occuper, de défendre cette idée, de lui donner votre force pour qu'elle se répande toute seule. Il faut qu'on soit très nombreux à la défendre, sinon ça ne marchera pas. Comme on est complètement désarmé par les professionnels de la politique depuis 200 ans, on a vraiment comme force que notre nombre, et notre nombre est une faiblesse si nous sommes dispersés, si nous avons chacun des préoccupations différentes de leurs voisins. Mais si, pour l'essentiel, pour ce sujet-là, nous arrivons à polariser nos volontés, si on arrive à être des milliards à dire on veut écrire nous-mêmes la Constitution, on ne veut pas élire l'Assemblée constituante, on veut écrire nous-mêmes la Constitution, on veut éventuellement tirer au sort l'Assemblée constituante et la surveiller et voter article par article. Voilà, c'est ça l'idée simple qui devrait traverser la planète pour nous libérer des oligarchies. Mais ça ne fonctionnera que si on a réussi à polariser nos volontés en disant on est tous d'accord au moins là-dessus, c'est notre cause commune, on veut instituer nous-mêmes notre puissance avant de se disputer sur l'aspect législatif, loi après loi, on verra, loi après loi, une loi à la fois, on se disputera et puis on décidera à la majorité loi par loi, mais si on fait comme ça, personne ne perdra sur tous les sujets et personne ne gagnera sur tous les sujets. On verra loi par loi. Alors qu'avec le système de l'élection qui permet aux riches d'aider les candidats et donc de finalement écrire les lois, les riches gagnent tout le temps sur tous les sujets. Il y en a marre, quoi. Donc, mais on n'en sortira que si on est très nombreux à polariser nos volontés, à vouloir quelque chose d'à peu près comparable, quoi. Instituons nous-mêmes notre puissance et puis on se disputera après, loi par loi, une fois qu'on aura écrit une vraie constitution. Et ça traverse tout l'échiquier politique. C'est-à-dire que je ne parle pas aux chefs de parti, je ne parle même pas aux intellectuels. Je m'aperçois depuis 10 ans que la plupart ne sont pas capables de comprendre ce que je dis, ils sont dans leur truc. Et puis un petit prof de province qui... Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je vois bien qu'ils ne sont pas capables d'intégrer ça dans leurs propres travaux. Par contre, je vois bien que les gens d'en haut, ils comprennent très bien. Donc je m'adresse au plus grand nombre, aux gens... La plupart d'ailleurs ne sont pas politisés, c'est des abstentionnistes. Et puis plein de militants de partis, mais de base, et dans tous les secteurs, gauche, droite, centre, écolo, extrême gauche, extrême droite. Il y a de tout, des gens de base dans les partis qui sont intéressés par cette idée d'écrire nous-mêmes la Constitution. Et je dis, tâchons d'être le plus nombreux possible pour que ça advienne un jour. Ça adviendra pas si on n'est pas extrêmement nombreux, avec, y compris bien sûr, dans les gens contaminés par cette idée, gagnés par cette idée qu'il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Pour établir la justice sociale, il faut bien sûr qu'il y ait des policiers, des militaires, des juges, des gardiens de prison, des fonctionnaires. Il faut qu'il y ait des gens, des troupes de base de tous les pouvoirs qui soient avec nous, tout ça. On n'arrivera à rien par la violence ou en forçant les autres. Il faut qu'on soit tellement nombreux que
ça va, c'est une idée dont l'heure est venue. C'est Victor Hugo qui disait « Rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue ». Je ne sais pas si elle est venue, j'espère, mais on verra. Ça va dépendre de ce que vous faites vous, quand vous aurez entendu ce message, et puis si ça vous réveille, si ça vous engage, c'est que c'est une bonne idée, que si ça a marché pour vous, ça marchera pour plein d'autres gens. Alors quelque part, il y a urgence, parce que nous sommes dans une époque plus que préoccupante, puis avec la pollution, le nucléaire, les nouvelles technologies qui misent entre des mains douteuses peuvent être très préjudiciables à l'avenir de la planète et de l'humanité. Donc là, on n'est plus il y a 200 ans, là on a vraiment changé de paradigme, et on est quand même sur un chaudron ardent ici. Oui, mais là vous êtes en train de me parler de conséquences de notre impuissance politique. Oui. La plupart des populations du monde voudraient bien avoir un monde non pollué, mais on n'y peut absolument rien. Notre impuissance politique nous empêche d'agir dans ce sens. Et donc, à mon avis, la pollution et les dégâts de toutes sortes dans notre environnement sont directement liés à notre impuissance politique, mais en sont une conséquence. Donc ça ne sert à rien de s'en prendre aux conséquences. Quand vous tempêtez contre la pollution, vous gesticulez, vous gesticulaillez, vous discutaillez, mais vous êtes condamné à ne rien changer puisque vous n'avez pas pris le problème à la cause. Un médecin qui ferait ça serait pas bon, il ne réglerait pas les maladies. Il faut trouver la cause de la maladie pour la soigner. De la même manière, si on laisse un régime, si on laisse sans s'en occuper, sans devenir soi-même constituant, si on laisse faire des régimes dans lesquels les multinationales de la chimie notamment contrôlent les acteurs politiques via des lobbies ou en devenant même carrément ministres, si les multinationales de la chimie dirigent, ne vous étonnez pas que l'environnement se dégrade. Ces gens-là font de l'argent en toute première priorité, se foutent pas mal de la pollution par cupidité, mais c'est notre faute, nous qui les avons laissé faire, quoi. Moi, je suis radical. J'essaye de trouver la cause des problèmes. Et quand on parle de pollution, c'est comme quand on parle de corruption des acteurs politiques, c'est comme quand on parle d'injustice dans l'entreprise, c'est comme quand on parle de folie monétaire. Tout ça, ce sont des conséquences de notre impuissance, des conséquences de notre démission du processus constituant. Et donc, ça sert à rien. Enfin, on a déjà fait le boulot, quoi. Il y a déjà des tas de résistants, des tas de militants qui ont examiné les données des problèmes techniques que nous avons, des problèmes écologiques, des problèmes syndicaux, des problèmes économiques, monétaires. Il y a des tas de militants qui ont travaillé les problèmes et qui ont forgé des propositions puissantes, prometteuses de solutions, mais nous n'avons pas de problème technique. On a déjà les solutions. Simplement, on a un problème. On a un problème politique. On n'a pas des problèmes techniques, puisqu'on a toutes les solutions pratiquement. On a un maudit problème politique. Nous n'avons pas de représentants. Les multinationales et les banques ont des représentants. Parce que les multinationales et les banques écrivent leur constitution. Ils sont moins bêtes que nous. C'est la sélection naturelle. Ils écrivent les institutions européennes. Ils écrivent le Patriot Act. Et ils ont le contrôle de la situation. Mais c'est parce qu'ils s'en sont occupés. Si on gesticule sur les conséquences des actions de ces affreux, on restera gesticulant et dominé. Si on veut s'en sortir, il faut vraiment qu'on prenne le truc à la racine et qu'on devienne constituant pour instituer nous-mêmes notre puissance, la puissance qui nous manque. Alors justement, à travers vos ateliers, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une prise de conscience des gens? Oui, oui. C'est pas une impression, je vois bien l'enthousiasme des gens qui participent aux ateliers, qui sont réjouis, qui exultent, qui disent mais j'ai jamais fait de politique comme ça, c'est formidable. Jamais j'ai eu l'impression d'être adulte comme ça. Au lieu de demander, au lieu de savoir ce que je vais demander, j'institue moi-même ce qui me semble nécessaire. Je deviens un adulte politique. Et c'est pour ça qu'on arrive à travailler. Les ateliers, ça peut durer de 2h de l'après-midi jusqu'à 1h ou 2h du matin. On prend à peine le temps de manger, ça n'arrête pas, et on sort de là les yeux grands ouverts, on n'a pas du tout envie d'aller se coucher, on est chassé parce qu'il faut fermer la salle, mais c'est très stimulant, c'est très prometteur, c'est vraiment très, très... Quelque part, on infantilisait les gens depuis des décennies avec les médias, avec tout le brouhaha. Oui. Voilà. En fait, depuis toujours, les gens infantilisent les hommes qui veulent, les humains qui veulent dominer. Donc, il faut sortir justement de ce conditionnement. Oui, mais ça sert à
rien de réclamer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il faut s'en occuper. L'important, c'est d'écrire des articles de constitution. Le secret de l'action, c'est de commencer. Faites votre premier atelier à 2 ou 3. Regardez les conférences sur Internet et puis voyez un peu les sujets dans les documents que je mets sur le site qui sont des espèces d'aide-mémoire pour ceux qui ont peur de la page blanche, du vertige de la page blanche. Mais il faut vous y mettre, quoi. Voilà. Le secret de l'action, c'est de commencer. Allez-y, et puis entraînez vos voisins, entraînez vos enfants, entraînez vos parents, entraînez vos amis, entraînez des inconnus dans le train ou dans le métro à vous intéresser, à s'intéresser à ces sujets, et soyons de plus en plus nombreux, quoi. Hein. Notre apathie n'est pas du tout une fatalité. C'est un vieux fait politique que l'apathie des citoyens, hein, ça existait déjà à Athènes il y a 2500 ans, mais nous n'avons jamais eu Internet, nous n'avons jamais eu cette prise de conscience massive qui donne une force inouïe. De savoir qu'on est nombreux, ça donne de la force, ça s'auto-entretient ce phénomène, et ça prend de la force. Et donc nous n'avons jamais eu Internet, qui est un moyen majeur d'être nombreux à polariser nos volontés sur quelque chose d'important, et d'intelligent, de bien penser. Mais il faut en profiter, quoi. Il faut le faire avant qu'on nous prenne Internet. Faire de notre mieux, hein. Fais ce que doit, disait Montaigne, et advienne que pourra. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Météo, talk show, débat, la radio de la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est le Grand Forum. Nous sommes toujours en compagnie d'Étienne Chouard. Alors, les journalistes ont un grand rôle, devraient avoir un rôle justement d'information, et certains de nos auditeurs nous disent souvent, il n'y a plus de véritables journalistes en France. Est-ce que c'est votre avis ? Oui, parce que en fait, y compris chez les journalistes que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, il y a une espèce de... dans l'air du temps, il y a la spécialisation qui rend expert, qui rend le taylorisme, la division des tâches, la spécialisation nous a rendus plus performants sujet par sujet. Mais, en matière de journalisme, le fait que des gens se déclarent journalistes et y consacrent leur vie et soient payés à faire ce métier est, à mon avis, contradictoire avec une condition essentielle du journaliste qui est d'être indépendant. À mon avis, un journaliste ne devrait pas être professionnel, il devrait avoir une façon de gagner sa vie stable sur laquelle il peut compter, et le journaliste devrait venir en plus, parce qu'il non seulement il a de l'argent qui vient pour son métier, mais en plus il a un peu de temps, et c'est ce temps qu'il consacre de façon enthousiaste, autonome, non dépendante d'un supérieur hiérarchique, qui le rendra bon journaliste. Et ce qu'on devrait faire avec les jeunes gens qui veulent devenir journalistes, qui veulent en faire leur métier, qui veulent y consacrer leur vie, il faudrait que la puissance publique, comme elle le fait avec les juges, nous payons les juges pour qu'ils soient indépendants, nous interdisons d'aller voir ce qu'ils font et de faire pression sur eux, donc nous criminalisons les pressions qui auraient lieu de chacun des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, et il y aurait aussi donc médiatique et bancaire. Les pouvoirs n'auraient pas le droit de faire pression sur les journalistes, ce serait un crime. Donc on les protège, on les rend indépendants. Comme on rend indépendants les juges, nous devrions instituer un métier public de journaliste qui serait protéger des pressions. Et comme tous les pouvoirs, les journalistes auraient à craindre des jurys citoyens tirés au sort, parce qu'il ne faut pas que les journalistes deviennent un pouvoir hors contrôle, comme n'importe quel pouvoir. Tous les pouvoirs doivent craindre quelque chose. Et donc ça nous permettrait d'éviter que ce soit les riches qui achètent finalement tous les grands médias, tous les grands journalistes, toutes les meilleures plumes, et qui les payent à prix d'or pour reproduire finalement la doxa capitaliste, qui est le régime plutocrate, c'est que le régime des riches par les riches pour les riches. C'est pas normal qu'on puisse acheter les journaux, les télés, comme on achète des voitures. Ça devrait être des services publics avec des gens qui sont payés et protégés par la puissance publique.
dépression des différents pouvoirs, notamment de l'exécutif, qui ne va pas manquer d'essayer de faire pression, mais il faut l'empêcher avec des institutions. Il y a un journaliste avec Internet. Tous les blogueurs, là, à mon avis, sont des journalistes dignes de ce nom, parce qu'ils ont un métier à part et qui font cette activité de journaliste par passion et de façon indépendante. Les médias alternatifs ont un grand succès en ce moment. Hein. Parce que tout le monde sent bien qu'il y a plus de vérité dans un réseau de personnes indépendantes, parmi lesquelles les gens se trompent. Tout le monde se trompe tout le temps, donc il faut dédiaboliser l'erreur quand même. Hein. C'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de s'enferrer dans une erreur et de pas... C'est persévérare diabolicum. Hein. Ce qui pose problème, c'est de persévérer dans l'erreur. Mais l'erreur, elle est anodine. Et par contre, un réseau de personnes indépendantes qui cherchent la vérité et qui croisent leurs opinions, qui se fritent, qui se disputent parce qu'ils ne sont pas d'accord, ça donne un résultat bien plus informant que une information contrôlée, verrouillée, maîtrisée, cornaquée par les plus riches qui se sont offerts la propriété des journaux, des télés. Alors ça, c'est extrêmement dangereux. Quand un marchand d'armes comme Dassault achète un grand journal d'opinion comme Le Figaro, c'est une catastrophe pour le pays. Quand une banque comme Lazare achète Le Monde, c'est une catastrophe pour le pays. Quand une banque comme Rothschild achète un journal comme Libération, c'est une catastrophe pour le pays. Je veux dire, on devient un fascisme, on devient un régime antidémocratique, dans lequel le peuple a de moins en moins de pouvoir et même plus d'informations pour juger des pouvoirs. Donc c'est très 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 inquiétant. Si je me souviens bien, vous aviez eu un échange assez rude sur un plateau de télé où était présent Jacques Attali concernant justement le tirage au sort. Oh, c'était rude. C'était rude parce qu'il était mal poli, qu'il prenait la parole tout le temps et puis qu'il m'interrompait, il ne me laissait pas lui répondre, donc c'était rude parce qu'il c'était une brute. Mais il se trompait, mais il a même menti honteusement sur la Banque centrale. Mais c'est un énorme mensonge qu'il a affirmé avec un culot. Mais c'est incroyable ce qu'il a dit sur la Banque centrale européenne. Mais c'est un détail, ça. La passe d'armes illégale, puisqu'il avait... Il avait, je sais pas, 20 ou 30 minutes pour lui et moi j'en avais 4 ou 5, ou 6 ou 7 en tout, quoi. C'est complètement à armes inégales. On ne peut pas considérer ça comme une joute. C'est peu, 5 minutes, c'est vraiment peu. En plus, sur le tirage au sort, je savais que j'allais dans cette émission avoir 5 ou 6 minutes, compte tenu du nombre d'invités, de la longueur de l'émission, des petits passages de vidéos qu'ils font souvent, puis du temps que l'animateur gardait pour lui, je savais que je ne pouvais pas compter sur plus de 5 ou 6 minutes. Et donc 5 ou 6 minutes, j'avais résolu, je m'étais déterminé à ne pas parler du tirage au sort parce qu'il me faut au moins 10 minutes pour parler du tirage au sort sans qu'il soit discrédité. Si on en parle sans s'en donner le temps, il va sortir de là une impression d'idée pas sérieuse alors que c'est la plus sérieuse qui soit. Il n'y a pas de démocratie sans tirage au sort. Donc je m'étais résolu à ne pas parler du tirage au sort. Et je savais qu'il y avait Attali, j'ai plein de griefs graves à faire à Attali, je savais qu'il y avait Robert Hue. Robert Hue a trahi la classe ouvrière en abandonnant la résistance à l'Union européenne et s'est mis à prôner le projet d'une autre Europe qui est une foutage de gueule absolue. Et toute la gauche radicale s'est fait entraîner parce que le PC c'est un incontournable, il y a toute une organisation, une puissance politique avec des tas de militants ardents et qui suivent leur chef et toute la gauche radicale s'est fait entraîner dans cette trahison littérale de Robert Hue en 97 pour avoir des places en se vendant littéralement comme on vend une marchandise. C'est honteux ce qu'a fait Robert Hue. Donc j'avais des tas de choses à dire, mais j'avais pas le temps, donc j'avais résolu de ne pas dire un mot à Robert Hue. Donc j'ai fait un laïus que j'ai improvisé sur la question qui m'était posée puisqu'on me demandait si la rentrée était catastrophique. Je dis que pas du tout. Pour ceux qui font élire les députés, donc pour les plus riches, tout va magnifiquement bien et que donc tout est très logique parce qu'on n'a pas de constitution et c'est notre faute parce qu'on devrait écrire la constitution, ça nous sortirait de la plutocratie que nous subissons depuis 200 ans, depuis que les riches ont pris le contrôle du pouvoir, qui donne le capitalisme. Donc je parle de ça pendant 4 minutes et puis c'était à la sortie qu'Attali me dit vous dites n'importe quoi à propos des députés, il me laisse pas répondre et puis ensuite il dit vous n'avez pas parlé là mais d'habitude vous parlez du tirage au sort et il en fait une description merdique en réduisant le tirage au sort à une vision ridicule du tirage au sort du président de la République, ce qui est une foutaise évidemment, et en m'empêchant de lui répondre, en m'interrompant mot après mot. Enfin, l'animateur est super, je trouve. L'animateur de cette émission, il laisse parler les gens. Et moi, je dois dire que j'étais pas préparé dans ceci. J'étais même mal préparé parce que je m'étais résolu, je m'étais interdit de
me battre avec Attali parce que je ne voulais pas, je n'avais pas le temps. Je veux bien, évidemment, avec des conditions autres que les mains liées dans le dos, avec 2 minutes pour moi et 20 minutes pour lui. Je veux bien me friter avec Attali, mais à armes égales, quoi. Il faut qu'on ait à peu près le même temps de parole et qu'il y ait un arbitre qui empêche l'un et l'autre d'interrompre sans arrêt son interlocuteur. Donc, je trouve que la passe d'armes, elle n'est pas très intéressante parce qu'on n'arrive pas à approfondir les sujets. Mais le petit passage au début dans lequel je parle pendant 4 minutes, il a été repris sur Internet et repris, mais de façon incroyable. Il y a probablement plus de 10 millions de vues. Il y a 2 copies de cette vidéo de 4 minutes qui font 6 ou 7 millions de vues sur Facebook. Juste ces 2 copies-là. Ouais. C'est étonnant, vraiment, ce petit morceau-là, j'ai bien fait d'aller à cette émission parce que ça sème des graines. Il y a plein de gens qui découvrent cette idée-là et qui nous rejoignent grâce à ça. Donc la passe d'armes avec Attali, à mon avis, c'est un détail là-dedans. Depuis que ce petit bout de vidéo marche bien à travers le pays, je fais l'objet de calomnies honteuses, hein, vraiment, où on dit de moi, mais c'est des horreurs. Je veux dire, les journalistes font de moi un personnage à qui je ne serrerai pas la main. C'est incroyable, ça. Comme aurait dit Cocteau. De ce qui était prévisible. Moi, ça fait longtemps que je dis que tous les partis, tous les pouvoirs en place vont détester l'idée démocratique. L'idée de processus constituant démocratique va être détestée par tous ceux qui ont du pouvoir. Donc ça fait vraiment beaucoup de gens influents, qui ont les micros, qui ont les haut-parleurs, qui ont les pouvoirs de faire taire. Bon, on sera capable de résister. Il faut vraiment que ça me dépasse, quoi. Il faut que ça se débrouille. Il faut que l'idée se débrouille sans moi. Et il faut que chacun de ceux qui ont compris que c'était une bonne idée, il faut que chacun donne de la force, donne sa force à l'idée pour qu'elle grandisse, qu'elle continue. Même s'il y a des militants qui tombent, ils se font accuser de, je sais pas, de pédophilie, de fascisme, de je ne sais quel autre couillonnade. Ils se font accuser et discréditer. Mais il faut que les autres prennent le relais et donnent de la force à cette idée. À mon avis, si c'est pas cette génération, c'est la suivante. Mais il y a une idée neuve là qui peut grandir grâce à notre interconnexion qui est historique. On n'a jamais été aussi interconnectés, donc ça peut aller plus vite. Jusque-là, il y a déjà eu des anarchistes, évidemment, il y a longtemps, mais ils n'ont pas réussi à être assez nombreux pour empêcher le pouvoir de les exterminer. À chaque fois, le pouvoir a tué physiquement ces anarchistes, ou les a exilés. Et donc, une fois qu'ils sont tués, s'il n'y a plus personne qui a été contaminé par l'idée met beaucoup de temps à regrandir et revenir. Là, on a un outil qui permet d'être très nombreux, très vite, et puis ils n'arriveront pas à nous tuer tous, quoi. On est trop nombreux, là. Il y en a partout sur Terre, des gens qui décrivent cette idée. Il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Il ne faut pas qu'on élise l'Assemblée constituante. Il ne faut surtout pas élire l'Assemblée constituante. Il ne faut surtout pas élire l'Assemblée constituante. C'est ça qui est important. Il faut tirer au sort l'Assemblée constituante ou écrire nous-mêmes, commune par commune, quartier par quartier, bloc d'immeuble par bloc d'immeuble, écrire nous-mêmes notre Constitution et ensuite nous fédérer en fédération de communes. Mais il ne faut pas élire l'Assemblée constituante. Ça, c'est vraiment un piège à con. C'est avec ce processus-là, laisser les professionnels de la politique qui écrivent eux-mêmes les règles de leur propre contrôle, c'est en laissant faire ça que on signe notre arrêt de mort politique, c'est-à-dire qu'on signe notre impuissance politique et tout le reste en découle. Partout dans le monde, il y a des gens qui s'emparent de cette idée. Il ne faut pas laisser aux hommes au pouvoir écrire les règles du pouvoir. Il faut qu'on s'entraîne, qu'on fasse des ateliers pour écrire nous-mêmes la Constitution. Pour devenir capable, devenir constituant, quoi. Un citoyen, c'est constituant, devenir capable, mais bon, il suffit pas de le dire, il faut s'entraîner quand même. C'est pas très compliqué, hein. Et c'est jouissif. Et si vous voulez, quand quelqu'un de gauche me dit « je suis de gauche, mais il faut rester dans l'Union européenne », pour moi, c'est soit de la bêtise, soit de la traîtrise, parce que c'est impossible, c'est incompatible. Quand on connaît les institutions européennes, enfin, pas de la bêtise, mais de l'ignorance, quoi. Si on connaît les institutions européennes, on sait qu'on ne les transformera pas. Il faut une triple unanimité pour réviser les institutions. Il suffit d'un pays libéral pour tout bloquer. On ne changera pas ces institutions. Donc il faut se barrer. Il faut sortir de l'Union européenne. Et ceux qui se prétendent à gauche et qui disent qu'il faut rester dans l'Union européenne sont un fléau pour le peuple. Je veux dire, vous nous enfermez. Ils nous enferment, ces gens-là. Je leur parle. Il faut sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, qui est un programme militaire conquérant, impérial, dominant, exterminateur, qui sème le chaos, qui dévaste les pays dans lesquels il agit, voire l'Irak, la Libye, la Syrie. Tous ces pays-là sont détruits littéralement par l'OTAN. L'OTAN est une machine de guerre, pas américaine, c'est pas les Américains. Le peuple américain sera la victime
de cette machine de guerre. Il y a 800 camps FEMA, 800 camps de concentration prêts à interner 2 millions de personnes aux États-Unis. Donc les Américains seront les victimes aussi de l'OTAN et de la machine de guerre américaine. Il faut lire le bouquin de Peter Bell Scott, L'État profond américain, aux éditions 2001. Magnifique bouquin, il faut absolument lire ce livre. L'État profond américain de Peter Bell Scott. Scott qui est un vieux diplomate. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est une pointure, c'est un penseur très modéré, mais très exigeant sur la démocratie et les libertés, et qui décrit la montée de ce qu'il appelle l'État profond, qui est en fait une CIA bis, qui est puis pas seulement aux États-Unis, dans tous les pays, en France aussi, des services secrets bis qui se sont autonomisés et qui sont financés par le trafic de drogue pour financer leurs activités secrètes illégales. C'est tout à fait essentiel pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des projets ? Non, les projets, il faut faire des ateliers constituants. Il ne faut pas disperser. Il faut faire des ateliers constituants. Tout ce qui peut aller dans ce sens-là, des ateliers constituants, des mini-ateliers constituants, multipliés par des millions, des milliards. Voilà. C'est pas compliqué. Les projets, c'est ça. Et c'est tout faire pour que les humains sur Terre, dans tous les pays, c'est pas évidemment pas français ou européen, elle est universelle, cette idée. Le tirage au sort a quelque chose d'un antidote universel pour nous protéger des conflits d'intérêts, et le processus constituant populaire, donc avec nous en train d'écrire, sans chef, le processus constituant populaire a quelque chose d'universel aussi dans l'émancipation des peuples et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais le vrai, quoi. Parce que là, on est plutôt dans le droit des élus à disposer des peuples. Parce que l'élection est le suffrage universel est une saloperie. Le fait de désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, c'est absolument antisocial et antidémocratique. Et un vrai suffrage universel, un suffrage universel digne de ce nom, serait un peuple qui vote ses lois et pas qui désigne des rois. Donc un homme, une voix, ok, mais pour voter les lois, loi par loi. Un homme, une voix, d'accord, mais pour voter les lois une par une. Ce serait ça le suffrage universel digne de ce nom. Mais là, on a donné le nom suffrage universel à une procédure il ne faut pas dire ça, une procédure antidémocratique et antisociale qui consiste à désigner des maîtres, qui est antithétique avec la démocratie. Donc les projets, à mon avis, il faut rester très simple, très pragmatique. Il faut Les projets, c'est de continuer, quoi. On s'entraîne à écrire nous-mêmes la Constitution. Et puis qu'on soit contagieux, c'est-à-dire qu'on entraîne nos parents, nos amis, voisins, nos enfants. Il faut absolument qu'on reste pas entre nous une petite poignée. Il faut qu'on soit très nombreux. Donc il faut vraiment, les gens que vous rencontrez dans le métro, dans le train, dès que vous parlez à quelqu'un, branchez-le sur la Constitution. Amenez-le à voir des vidéos. Si vous n'avez pas réussi à le convaincre, les vidéos marchent très bien. Mais il faut qu'on devienne constituant. Voilà, il faut qu'on devienne constituant. Les projets, c'est faire tout ce qu'on peut pour être très nombreux à devenir constituants. Alors justement, toutes les informations concernant ces ateliers, on peut les retrouver sur votre site internet, c'est bien ça ? Oui, vous tapez Chouard sur Google, c'est H-O-U-A-R-D. Oui, on tombe sur votre site. Sur Google, et puis vous pouvez chercher aussi les sites des Gentivirus. C'est comme ça qu'on s'appelle depuis une conférence. On devrait arrêter d'utiliser ce nom-là, parce qu'il ne faut pas que ce soit une organisation, que ce soit un parti. Il faut que tout le monde puisse y venir. Il faut que tout le monde... J'ai bien dit tout le monde puisse rejoindre ce mouvement, parce que pour faire société, il faut qu'on institue d'abord notre puissance avant de se disputer sur les lois l'une après l'autre. Et donc vous pouvez chercher Gentivirus, et sur mon site, quand vous tapez Chouard sur Google, vous arrivez sur le site du plan C comme citoyen constituant ou comme constitution d'origine citoyenne. Et sur le site du plan C, vous trouverez, il y a un menu, et dans un menu, il y a initiative, et initiative, j'ai mis des tas de liens vers le wiki des virus qui est extrêmement riche, dans lequel il y a des tas de ressources sur les ateliers constituants, des documents, des vidéos, des bibliographies, ils font des fiches de lecture, ils font un travail épatant, ils font des tracts, des autocollants, ils font des t-shirts, ils font plein de trucs, et puis plein de ressources pour faire les ateliers, puis des comptes rendus des ateliers, un agenda des ateliers, tout ça, il y a sur le wiki des virus, il y a une énergie épatante qui est développée. Merci Étienne Chouard, et à très bientôt sur cette antenne, et bon courage pour la suite en tout cas. Merci à vous de semer des graines avec moi. Fréquence Évasion.